À 7, l'air semblait chargé d'une tension imperceptible, comme si la chaleur pesante annonçait déjà des bouleversements à venir. Dans les rues baignées de lumière, chacun poursuivait ses habitudes, mais derrière cette apparente normalité, plusieurs existences commençaient à vaciller, entraînées dans des intrigues qui allaient bientôt se croiser de manière inattendue et troublante. Dans le même temps, à l'hôtel Le Carlésia, une inquiétude diffuse s'installait peu à peu parmi les vacanciers. Au départ, il ne s'agissait que de détails insignifiants, des objets déplacés, des portes mal refermées. Pourtant, ces anomalies répétées finirent par éveiller les soupçons, jusqu'à ce qu'une première disparition vienne briser le fragile sentiment de sécurité qui régnait encore dans l'établissement. C'est ainsi que la bague de fiançailles de Lucas disparut sans laisser de traces, plongeant le jeune homme dans une incompréhension totale. Pour lui, ce bijou n'était pas qu'un objet précieux, mais le symbole d'un engagement, d'un avenir qu'il avait commencé à construire avec confiance. Sa perte soudaine prit alors une dimension bien plus personnelle, presque intime. À ce moment-là, d'autres clients commencèrent eux aussi à signaler des vols. La montre de Sylvain, qu'il portait avec une fierté presque naïve, avait disparu à son tour, suivie du bracelet de Sophia. Ces pertes successives dessinèrent rapidement un schéma inquiétant, révélant qu'un individu agissait en toute discrétion, profitant de la vulnérabilité des lieux pour opérer sans être vu. Face à cette situation, Aurore ne tarda pas à intervenir, son instinct de policière immédiatement en alerte. Habituée à lire entre les lignes et à détecter les incohérences, elle comprit que ces vols n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie précise. À ses côtés, Manon observait chaque détail avec une attention grandissante, déterminée à prouver qu'elle était capable de mener une enquête digne de sa mère. Dans le même temps, leur relation professionnelle se teintait d'une dynamique particulière. Aurore, consciente des ambitions de sa fille, oscillait entre exigence et protection, tandis que Manon cherchait à s'imposer, à montrer qu'elle n'était plus une simple débutante. Cette collaboration, aussi fragile qu'intense, allait rapidement être mise à l'épreuve par la complexité de l'affaire. C'est alors qu'un élément inattendu attira leur attention. En observant les allées et venues du personnel, elles remarquèrent que le masseur de l'hôtel semblait occuper une place centrale dans les discussions des clients. Sans preuve concrète, son nom revenait pourtant avec insistance, comme une évidence difficile à ignorer, mais encore trop floue pour être confirmée. Pendant ce temps, dans un coin plus discret de l'établissement, une scène attira l'attention d'Aurore et de Manon. William et Christelle, pensant être à l'abri des regards, échangeaient à voix basse. Leur attitude, plus que leurs paroles, éveilla immédiatement les soupçons, laissant entrevoir une complicité ou un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Dans cet environnement où chaque geste pouvait cacher une intention, Aurore comprit qu'il serait dangereux de tirer des conclusions hâtives. Elle savait que dans ce genre d'affaires, les apparences pouvaient être trompeuses, et que la vérité se dissimulait souvent derrière les comportements les plus anodins. Elle choisit donc de garder ses observations pour elle, préférant accumuler des preuves avant d'agir. De son côté, Manon ressentait une frustration grandissante. Elle voulait avancer, comprendre, résoudre rapidement l'énigme, mais elle se heurtait à la prudence méthodique de sa mère. Cette opposition entre impulsivité et expérience créait une tension silencieuse, qui renforçait pourtant leur efficacité lorsqu'elles parvenaient à s'accorder. À ce moment-là, l'enquête prit un tournant discret mais décisif grâce à Jordan. Travaillant à l'hôtel durant l'été, il avait accès à des informations que les autres ignoraient. Observateur malgré lui, il avait remarqué des détails qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, une fois assemblés, dessinaient une piste crédible. Lorsqu'il décida finalement de parler, son témoignage apporta un éclairage nouveau sur la situation. Il ne s'agissait pas d'une révélation spectaculaire, mais plutôt d'une accumulation de faits qui renforçait l'idée d'une organisation méthodique derrière les vols. Aurore comprit alors que l'enquête entrait dans une phase plus concrète, où chaque élément pouvait faire basculer l'équilibre. Dans le même temps, l'atmosphère à l'hôtel continuait de se détériorer. Les vacanciers, autrefois détendus, commençaient à se méfier les uns des autres. Les regards se faisaient plus insistants, les conversations plus prudentes, comme si chacun redoutait d'être la prochaine victime ou, pire encore, d'être accusé à tort. C'est dans ce climat de suspicion croissante qu'Adélaïde, la directrice de l'établissement, prit une décision inattendue. Sans prévenir, elle choisit de quitter les lieux, laissant derrière elle un hôtel en proie à une tension difficilement contrôlable. Son départ, loin d'apaiser les esprits, ne fit qu'accentuer les inquiétudes, comme si elle fuyait une situation qu'elle ne pouvait plus maîtriser. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, une autre inquiétude prenait forme, plus intime, mais tout aussi bouleversante. Alex, plongé dans son quotidien,
fut brusquement confronté à une disparition qui allait profondément l'ébranler. Le petit Milo, dont la présence apportait une forme de légèreté, venait de disparaître, laissant derrière lui un vide difficile à expliquer. Lorsque la mère de l'enfant alerta le commissariat, la réaction fut immédiate. Un avis de recherche fut diffusé, mobilisant les forces de l'ordre et les habitants. Très vite, la disparition prit une ampleur inattendue, transformant une inquiétude familiale en une affaire publique qui touchait toute la ville. À ce moment-là, Alex ressentit une angoisse qu'il ne pouvait contenir. Bien qu'il ne soit pas directement responsable, il se sentit impliqué, comme si cette disparition réveillait en lui des peurs anciennes, des souvenirs enfouis qu'il n'avait jamais réellement surmontés. Chaque minute qui passait sans nouvelles de Milo amplifiait ce sentiment d'impuissance. Dans le même temps, les rues de Sète semblaient se transformer. Derrière les conversations banales, une tension collective s'installait, comme si chacun redoutait que cette disparition ne soit que le début de quelque chose de plus grave. Les regards se croisaient avec inquiétude, les rumeurs circulaient, alimentant une atmosphère de plus en plus pesante. Pourtant, contre toute attente, la situation connut un dénouement rapide. Milo fut retrouvé sain et sauf, après avoir simplement fugué. Ce soulagement, aussi intense qu'éphémère, laissa place à une réflexion plus profonde sur les raisons qui avaient poussé l'enfant à partir. Car derrière cet acte, il y avait forcément un malaise, une fracture invisible que personne n'avait su percevoir à temps. De son côté, Alex ne put s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de culpabilité. La disparition avait été brève, mais elle avait suffi à révéler une fragilité qu'il ne pouvait ignorer. Il comprit alors que certaines inquiétudes ne disparaissaient jamais vraiment, même lorsque tout semblait revenir à la normale. Pendant ce temps, dans un registre plus discret mais tout aussi révélateur, Bruno poursuivait son propre combat, celui du cœur. Attentif, dévoué, il multipliait les gestes pour Swazik, espérant que son attention finirait par créer un lien plus profond. Chaque plat préparé, chaque détail pensé pour son confort était une manière de lui prouver son attachement. Mais cette situation, qui amusait Swazik autant qu'elle la touchait, prit une tournure inattendue avec l'arrivée d'un nouveau professeur. Sans même le vouloir, cet homme devint un concurrent direct, remettant en question la place que Bruno pensait avoir construite patiemment. Face à cette menace, Bruno ressentit une forme d'insécurité qu'il n'avait jamais vraiment connue. Lui qui avait toujours agi avec spontanéité se retrouva confronté à un rival dont il ignorait tout, mais dont la simple présence suffisait à ébranler ses certitudes. Cette rivalité naissante allait progressivement transformer son comportement, le poussant à s'interroger sur ses propres limites. Dans le même temps, ailleurs à Sète, Soraya tentait de faire le point sur sa relation avec Gabriel. Leur dispute récente avait laissé des traces, mais elle commençait à en percevoir les effets inattendus. Plutôt que de s'enfermer dans le conflit, elle choisit d'y voir une opportunité de comprendre ce qui n'allait pas, d'analyser leurs erreurs pour avancer différemment. Cette prise de recul, loin d'être évidente, marquait une évolution importante dans sa manière d'aborder les relations. Elle ne cherchait plus à avoir raison, mais à construire quelque chose de plus solide. Une démarche qui, si elle était partagée par Gabriel, pourrait bien redéfinir l'équilibre de leur couple. Ainsi, à travers ces histoires entremêlées, Sète continuait de révéler ses multiples visages. Entre enquête, inquiétude et tension sentimentale, chaque personnage avançait à sa manière, sans savoir que leur trajectoire finirait par se croiser, donnant naissance à des événements dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences. Pendant ce temps, l'enquête menée à l'hôtel Le Carlésia commençait à révéler des couches plus complexes qu'il n'y paraissait au premier regard. Ce qui semblait être une série de vols isolés prenait désormais l'allure d'un mécanisme bien rodé, presque calculé avec une précision inquiétante. Aurore, en observant les moindres détails, ressentait cette intuition familière qui annonçait que l'affaire dépasserait largement le simple cadre d'un voleur opportuniste. Dans le même temps, Manon s'efforçait de canaliser son impatience. Elle avait le sentiment que la solution se trouvait à portée de main, quelque part dans ses échanges furtifs et ses regards détournés qu'elle captait depuis le début. Pourtant, plus elle avançait, plus les pistes semblaient se multiplier, comme si chaque réponse ouvrait la voie à de nouvelles questions. À ce moment-là, les soupçons autour du personnel de l'hôtel se renforçaient peu à peu. Le masseur, dont le nom circulait de plus en plus fréquemment, attirait l'attention non seulement par sa présence constante auprès des clients, mais aussi par la facilité avec laquelle il pouvait accéder à leurs espaces privés. Cette proximité, autrefois rassurante, devenait soudain suspecte. Cependant, Aurore refusait de se laisser guider uniquement par l'évidence. Elle savait que dans ce type d'enquête, le coupable apparent n'était souvent qu'un écran de fumée destiné à détourner l'attention. Elle choisit donc d'élargir son champ d'observation,
cherchant à comprendre les interactions entre les différents protagonistes, à décrypter les dynamiques invisibles qui régissaient la vie de l'hôtel. Dans le même temps, la scène entre William et Christelle continuait de hanter son esprit. Leur échange, bien que discret, avait laissé transparaître une tension particulière, une forme de précipitation difficile à justifier. Manon, de son côté, ne pouvait s'empêcher d'y voir un indice majeur, convaincue que ce moment cachait une vérité essentielle. C'est alors que mère et fille décidèrent de revenir sur cet élément, en confrontant leurs observations respectives. Là où Manon voyait une preuve presque évidente, Aurore percevait une ambiguïté qu'il fallait explorer avec prudence. Cette différence d'approche, loin de les opposer, renforçait leur complémentarité, leur permettant d'aborder l'enquête sous des angles multiples. Pendant ce temps, Jordan continuait de jouer un rôle discret mais déterminant. Sa position au sein de l'hôtel lui offrait une vision privilégiée des événements, mais également une responsabilité qu'il ne mesurait pas encore totalement. En partageant ses observations, il prenait le risque de s'impliquer dans une affaire qui pouvait rapidement lui échapper. Ce qu'il avait remarqué, ce n'était pas seulement des comportements suspects, mais une série de coïncidences troublantes. Des allées et venues à des heures inhabituelles, des portes entr'ouvertes, des silences trop lourds pour être anodins. Autant de détails qui, mis bout à bout, dessinaient un tableau inquiétant, sans pour autant révéler clairement l'identité du responsable. Dans le même temps, l'absence d'Adélaïde commençait à produire des effets visibles sur l'organisation de l'hôtel. Sans la présence rassurante de sa directrice, le personnel semblait désorienté, incapable de maintenir l'équilibre fragile qui existait auparavant. Cette vacance de pouvoir accentuait le chaos latent, rendant chaque incident plus difficile à contenir. À ce moment-là, les clients eux-mêmes devenaient acteurs de la tension ambiante. Certains multipliaient les plaintes, d'autres préféraient se replier sur eux-mêmes, évitant tout contact superflu. Cette fragmentation de l'espace social transformait l'hôtel en un lieu où la méfiance remplaçait progressivement la convivialité. Dans ce climat, Aurore comprit que le temps jouait contre elle. Plus l'enquête durerait, plus le coupable aurait l'occasion d'effacer ses traces ou de commettre de nouveaux actes. Elle décida donc d'intensifier les investigations, quitte à prendre des risques calculés pour accélérer le processus. De son côté, Manon ressentait une pression grandissante. Elle savait que chaque erreur pouvait compromettre non seulement l'enquête, mais aussi la confiance que sa mère plaçait en elle. Cette responsabilité, bien que lourde, nourrissait sa détermination, la poussant à dépasser ses propres limites. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, les répercussions de la fugue de Milo continuaient de se faire sentir, bien que l'enfant ait été retrouvé. Pour Alex, l'épisode avait laissé une empreinte durable, une inquiétude sourde qui ne disparaissait pas avec la résolution apparente du problème. En effet, au-delà du soulagement immédiat, une question persistait. Pourquoi Milo avait-il ressenti le besoin de partir? Cette interrogation, simple en apparence, ouvrait la porte à des réflexions plus profondes sur les relations, les attentes et les silences qui pouvaient exister au sein des familles. Dans le même temps, Alex se surprenait à observer son environnement avec une attention nouvelle. Des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant prenaient soudain une importance particulière, comme si la disparition de Milo avait agi comme un révélateur, mettant en lumière des fragilités jusque-là ignorées. À ce moment-là, la ville elle-même semblait porter les traces de cette inquiétude collective. Les conversations, autrefois légères, se chargeaient d'une gravité nouvelle, comme si chacun prenait conscience de la possibilité du danger, même dans les situations les plus ordinaires. Pendant ce temps, Bruno, de son côté, entrait dans une phase plus complexe de son propre parcours. L'arrivée du nouveau professeur ne se limitait pas à une simple concurrence, mais révélait des insécurités qu'il n'avait jamais vraiment affrontées. Il réalisait peu à peu que ses efforts, aussi sincères soient-ils, ne garantissaient en rien les sentiments de Swazik. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, marquait un tournant dans sa manière d'aborder la relation. Il ne s'agissait plus seulement de séduire ou d'impressionner, mais de comprendre ce que Swazik attendait réellement, ce qui pouvait créer un lien authentique entre eux. Dans le même temps, Swazik elle-même semblait évoluer dans une zone d'incertitude. Amusée par l'attention de Bruno, intriguée par la présence du nouveau professeur, elle se retrouvait face à des choix qu'elle n'avait pas anticipés. Cette situation, loin d'être inconfortable, éveillait en elle une forme de curiosité, voire une remise en question. À ce moment-là, la dynamique entre les trois personnages prenait une dimension plus subtile. Il ne s'agissait plus d'une simple rivalité, mais d'un équilibre fragile, où chaque geste, chaque parole pouvait influencer l'issue de la relation. Bruno, conscient de cette évolution, devait désormais naviguer avec prudence, au risque de tout perdre.
Pendant ce temps, Soraya poursuivait son cheminement intérieur, cherchant à donner un sens à sa dispute avec Gabriel. Plutôt que de s'attarder sur les reproches, elle tentait de comprendre ce que cette confrontation révélait de leur relation, de leurs attentes respectives. Cette réflexion, loin d'être évidente, demandait une honnêteté qu'elle n'avait pas toujours osé s'accorder. Elle devait reconnaître ses propres erreurs, accepter ses contradictions, et envisager la possibilité que leur relation puisse évoluer, voire se transformer. Dans le même temps, Gabriel, bien que moins présent, restait au centre de ses pensées. Leur absence de communication, loin d'apaiser la situation, créait un vide difficile à combler. Chaque silence devenait un espace d'interprétation, où les doutes pouvaient s'installer et grandir. Ainsi, tandis que l'enquête au Carlésia se complexifiait, que les tensions familiales se révélaient et que les relations sentimentales évoluaient, Seth continuait de se transformer sous l'effet de ces événements. Chaque personnage avançait, parfois sans en avoir conscience, vers des décisions qui allaient redéfinir leur équilibre. Et dans cette accumulation de tensions, une certitude commençait à émerger, rien ne resterait tel quel. Derrière les apparences, les liens se fragilisaient, les secrets s'épaississaient et la vérité, encore dissimulée, s'apprêtait à bouleverser bien plus que l'on ne pouvait l'imaginer. Dans le même temps, l'enquête au Carlésia atteignait un point de tension où chaque détail semblait chargé d'une signification nouvelle. Aurore, en affinant son analyse, commençait à percevoir une logique sous-jacente dans la succession des vols, comme si chaque objet disparu répondait à un choix précis, révélant une intention bien plus construite qu'un simple acte impulsif. À ce moment-là, Manon prit conscience que l'affaire ne se résumait plus à identifier un coupable, mais à comprendre un comportement. Pourquoi ces objets en particulier? Pourquoi ces clients? Ces questions, en apparence simples, ouvraient la voie à une réflexion plus profonde, où les motivations devenaient aussi importantes que les faits eux-mêmes. Pendant ce temps, les échanges entre Aurore et Manon gagnaient en intensité. Leur collaboration, initialement prudente, se transformait peu à peu en un véritable travail d'équipe, où chacune apprenait à s'appuyer sur les forces de l'autre. Cette évolution, discrète mais essentielle, renforçait leur capacité à affronter les zones d'ombre de l'enquête. Dans le même temps, l'hôtel continuait de se transformer sous l'effet de la suspicion générale. Les conversations se faisaient plus brèves, les regards plus insistants, comme si chaque client cherchait à déceler une vérité cachée chez l'autre. Cette atmosphère pesante contribuait à isoler chacun dans ses propres doutes, rendant toute interaction plus fragile. C'est alors qu'un nouvel élément attira l'attention d'Aurore. En recoupant les informations fournies par Jordan avec ses propres observations, elle remarqua une concordance troublante entre les moments des vols et certains déplacements internes à l'hôtel. Rien de suffisamment évident pour accuser quelqu'un, mais assez précis pour orienter l'enquête vers une direction plus concrète. De son côté, Manon ressentait une montée d'adrénaline. Elle avait l'impression que la vérité se rapprochait, qu'il ne restait plus qu'à franchir une étape décisive pour dévoiler ce qui se cachait derrière ces événements. Pourtant, cette sensation était accompagnée d'une inquiétude sourde, comme si la découverte à venir pouvait bouleverser davantage qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, l'absence d'Adélaïde continuait de produire des effets en cascade. Sans direction claire, le personnel se retrouvait livré à lui-même, tentant de maintenir une organisation de façade. Mais derrière cette apparente normalité, des tensions internes apparaissaient, révélant des fragilités jusque-là invisibles. À ce moment-là, certains employés commençaient à adopter des comportements défensifs, comme si chacun cherchait à se protéger d'éventuelles accusations. Cette méfiance interne compliquait encore davantage le travail d'Aurore et de Manon, qui devaient désormais naviguer dans un environnement où la vérité se dissimulait derrière des silences calculés. Dans le même temps, la piste du masseur, bien qu'encore incertaine, prenait une place centrale dans l'enquête. Sa proximité avec les clients, sa connaissance des lieux, tout semblait correspondre au profil d'un suspect potentiel. Mais Aurore restait prudente, consciente que cette apparente cohérence pouvait être trompeuse. Pendant ce temps, ailleurs à Seth, les conséquences de la fugue de Milo continuaient d'évoluer de manière plus subtile. Si la situation semblait réglée en surface, elle avait laissé derrière elle une trace émotionnelle difficile à effacer, notamment chez Alex, qui ne parvenait pas à retrouver une sérénité totale. Dans le même temps, Alex se retrouvait confronté à ses propres interrogations. Il réalisait que la disparition de Milo avait agi comme un révélateur, mettant en lumière des zones d'ombre qu'il n'avait jamais vraiment explorées. Cette prise de conscience, bien que discrète, modifiait progressivement sa perception des événements. À ce moment-là, il comprit que certaines inquiétudes ne disparaissaient pas avec la résolution des problèmes. Elles restaient présentes, prêtes à ressurgir à la moindre faille, rappelant que la stabilité n'était souvent qu'une illusion fragile.
Cette réflexion le poussait à observer son entourage avec une attention nouvelle. Pendant ce temps, dans un registre plus intime, Bruno poursuivait son évolution face à la présence du nouveau professeur. Ce qui avait commencé comme une simple rivalité prenait désormais une dimension plus personnelle, touchant directement à sa manière de se percevoir et de se positionner face aux autres. Dans le même temps, il réalisait que ses gestes, aussi sincères soient-ils, ne suffisaient pas à garantir l'attachement de Swazik. Cette prise de conscience, loin de le décourager, l'obligeait à repenser son approche, à chercher une forme de vérité dans ses sentiments plutôt que dans ses actions. À ce moment-là, la relation entre Bruno et Swazik entrait dans une phase d'incertitude. Elle ne rejetait pas ses attentions, mais ne s'y attachait pas non plus de manière définitive. Cette ambiguïté créait un espace où tout devenait possible, mais où rien n'était assuré. Pendant ce temps, le nouveau professeur, sans en avoir pleinement conscience, modifiait cet équilibre fragile. Sa simple présence introduisait une alternative, une possibilité différente qui venait perturber les repères établis. Bruno, confronté à cette réalité, devait désormais faire face à une compétition qu'il ne pouvait ignorer. Dans le même temps, Swazik semblait naviguer entre ces deux influences avec une certaine distance. Elle observait, analysait, sans se précipiter vers une décision. Cette attitude, à la fois prudente et ouverte, révélait une volonté de comprendre ce qu'elle souhaitait réellement, au-delà des apparences. À ce moment-là, la situation devenait moins une question de choix immédiat qu'un processus de réflexion, où chaque interaction contribuait à redéfinir les attentes et les sentiments. Cette évolution, lente mais constante, transformait la dynamique entre les trois personnages. Pendant ce temps, Soraya poursuivait son introspection, cherchant à donner un sens à sa relation avec Gabriel. Leur éloignement, loin de créer une rupture nette, ouvrait un espace de réflexion où elle pouvait analyser ses propres réactions, ses attentes, ses contradictions. Dans le même temps, elle commençait à percevoir les aspects positifs de leur dispute, comme si ce conflit avait permis de révéler des éléments essentiels qu'elle n'aurait jamais identifiés autrement. Cette capacité à transformer une difficulté en opportunité marquait une évolution significative dans sa manière de penser. À ce moment-là, l'absence de Gabriel devenait un élément central de sa réflexion. Chaque silence, chaque moment sans nouvelles, alimentait une forme de questionnement qui dépassait la simple relation. Il s'agissait désormais de comprendre ce qu'elle voulait construire, et avec qui. Pendant ce temps, à Sète, une inquiétude plus diffuse continuait de s'installer, notamment chez Judith et Nordine. Sans nouvelles de certains proches, ils ressentaient une tension difficile à expliquer, comme si quelque chose leur échappait sans qu'ils puissent en identifier la cause. Dans le même temps, cette inquiétude prenait une dimension collective. Elle ne se limitait pas à une situation précise, mais s'inscrivait dans un climat général où les événements récents semblaient s'accumuler, créant une sensation d'instabilité croissante. À ce moment-là, Judith et Nordine se retrouvaient face à un dilemme. Fallait-il partager leur inquiétude avec les autres, au risque d'amplifier la tension, ou garder le silence en espérant que la situation s'éclaircisse d'elle-même? Cette hésitation révélait la fragilité des équilibres sociaux à Sète. Pendant ce temps, l'ensemble de ces histoires continuait de s'entrelacer, créant un tissu narratif où chaque élément influençait les autres. L'enquête au Carlésia, la fugue de Milo, les tensions sentimentales et les inquiétudes personnelles formaient un ensemble complexe, où rien ne pouvait être isolé. Dans le même temps, une impression persistante commençait à émerger, celle que tous ces événements n'étaient que les prémices de quelque chose de plus vaste. Une dynamique invisible semblait relier ces situations, suggérant que les conséquences à venir pourraient dépasser largement les attentes de chacun. Ainsi, tandis que les personnages poursuivaient leur chemin, souvent sans en percevoir toutes les implications, une certitude s'imposait peu à peu. Derrière les apparences, un basculement était en cours, et il ne tarderait pas à révéler toute son ampleur, transformant profondément les relations et les certitudes de chacun. Pendant ce temps, au Carlésia, l'enquête atteignait un niveau de complexité où chaque indice semblait porter en lui une double signification. Aurore, désormais convaincue que les vols répondaient à une logique précise, s'efforçait de relier les éléments entre eux, cherchant à comprendre ce qui unissait ces actes en apparence isolés. Dans le même temps, Manon commençait à ressentir le poids de cette progression. Plus l'enquête avançait, plus les implications devenaient lourdes, comme si la vérité qu'elle s'apprêtait à découvrir risquait de remettre en cause des équilibres qu'elle n'avait pas encore envisagés. Cette sensation, diffuse mais persistante, nourrissait à la fois sa détermination et son inquiétude. À ce moment-là, les observations accumulées par Jordan prenaient une importance nouvelle.
Ce qu'il avait considéré comme de simples détails se révélaient être des pièces essentielles du puzzle. En les confrontant aux analyses d'Aurore, une cohérence commençait à émerger, dessinant une trajectoire de plus en plus précise. Pendant ce temps, l'hôtel lui-même semblait devenir un espace clos où chaque mouvement était observé, interprété, parfois même exagéré. Les vacanciers, autrefois détendus, évoluaient désormais avec une prudence presque excessive, comme si chacun craignait d'être impliqué malgré lui dans cette affaire. Dans le même temps, les tensions internes au personnel se renforçaient. Certains échanges devenaient plus secs, plus directs, révélant des rivalités ou des ressentiments qui n'avaient jamais été exprimés ouvertement. Cette atmosphère pesante compliquait encore davantage le travail d'Aurore et de Manon, qui devaient distinguer les véritables indices des simples réactions émotionnelles. C'est alors qu'un élément inattendu vint troubler l'équilibre fragile de l'enquête. En recoupant plusieurs témoignages, Aurore réalisa que certains comportements suspects ne pouvaient pas être attribués à une seule personne. Cette constatation ouvrait une nouvelle hypothèse, celle d'une implication plus large, voire d'une complicité. À ce moment-là, Manon comprit que l'affaire pouvait prendre une tournure bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. L'idée qu'il puisse y avoir plusieurs personnes impliquées transformait complètement la perception de la situation, rendant chaque interaction potentiellement significative. Pendant ce temps, l'absence prolongée d'Adélaïde continuait de peser sur l'ensemble de l'établissement. Son départ, initialement perçu comme une fuite, prenait désormais une dimension plus ambiguë. Était-elle simplement dépassée par les événements, ou savait-elle quelque chose qu'elle n'avait pas révélé ? Dans le même temps, Aurore choisit de ne pas écarter cette piste. Elle savait que dans ce type de contexte, les décisions apparemment anodines pouvaient cacher des motivations plus profondes. L'absence d'une figure d'autorité au moment critique pouvait être interprétée comme un indice en soi. À ce moment-là, l'enquête semblait entrer dans une phase où chaque certitude devait être remise en question. Les hypothèses initiales perdaient de leur solidité, laissant place à une réalité plus complexe, où les responsabilités pouvaient être partagées, dissimulées ou détournées. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, Alex continuait de porter en lui les répercussions de la disparition de Milo. Même si l'enfant était revenu sain et sauf, l'épisode avait laissé une trace profonde, une forme de vigilance permanente qui influençait désormais sa manière de percevoir les événements. Dans le même temps, il se surprenait à analyser les comportements autour de lui avec une attention inhabituelle. Chaque détail prenait une importance nouvelle, comme si la moindre anomalie pouvait annoncer un danger potentiel. Cette évolution, bien que subtile, témoignait d'un changement intérieur difficile à ignorer. À ce moment-là, Alex comprit que certaines expériences modifiaient durablement la perception du monde. La fugue de Milo, bien que brève, avait suffi à fissurer une confiance qu'il pensait acquise, révélant la fragilité des certitudes sur lesquelles reposait son quotidien. Pendant ce temps, dans un registre plus personnel, Bruno poursuivait son cheminement face à la présence du nouveau professeur. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude passagère devenait une remise en question plus profonde, touchant à sa manière d'exister dans la relation. Dans le même temps, il réalisait que la compétition ne se limitait pas à séduire, mais à comprendre ce que Swazik recherchait réellement. Cette prise de conscience l'obligeait à sortir de ses schémas habituels, à adopter une posture plus authentique, moins tournée vers la démonstration. À ce moment-là, la relation entre Bruno et Swazik entrait dans une phase d'équilibre instable. Elle ne rejetait pas ses attentions, mais ne s'y engageait pas non plus pleinement. Cette ambiguïté créait une tension silencieuse, où chaque geste pouvait être interprété de multiples façons. Pendant ce temps, le nouveau professeur, par sa simple présence, continuait de redéfinir les dynamiques existantes. Il n'imposait rien, mais offrait une alternative, une autre manière d'être et de se positionner, qui attirait naturellement l'attention de Swazik. Dans le même temps, cette situation obligeait Bruno à se confronter à lui-même. Il ne pouvait plus se contenter de gestes attentionnés, il devait désormais affirmer une identité, une présence qui ne dépendait pas uniquement du regard de l'autre. À ce moment-là, cette évolution prenait une dimension presque initiatique, comme si cette rivalité devenait un moyen de se redéfinir, de comprendre ce qu'il était réellement prêt à offrir et à accepter. Pendant ce temps, Soraya poursuivait son introspection avec une lucidité croissante. Elle comprenait que sa relation avec Gabriel ne pouvait plus reposer sur des automatismes ou des attentes implicites. Il fallait désormais reconstruire, repenser les bases de leur lien. Dans le même temps, cette réflexion l'amenait à considérer la possibilité d'un changement, voire d'une transformation profonde de leur relation. Ce qui semblait autrefois évident devenait incertain, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives.
À ce moment-là, l'absence de Gabriel continuait de peser, mais elle n'était plus uniquement source d'inquiétude. Elle devenait un espace de réflexion, un moment nécessaire pour comprendre ce qui devait évoluer. Pendant ce temps, Judith et Nordine, toujours sans nouvelles de leurs proches, voyaient leur inquiétude grandir de manière plus concrète. Ce qui n'était au départ qu'un malaise diffus prenait désormais une forme plus précise, alimentée par le silence et l'absence de réponse. Dans le même temps, ils se rapprochaient dans cette incertitude, partageant leurs doutes, leurs peurs, leurs interrogations. Cette situation, bien que difficile, renforçait leurs liens, créant une solidarité face à l'inconnu. À ce moment-là, ils comprirent que l'attente pouvait être plus éprouvante que l'événement lui-même. Ne pas savoir, ne pas comprendre, rester dans cette zone d'ombre, créait une tension difficile à supporter, mais impossible à éviter. Pendant ce temps, l'ensemble des événements continuait de s'entrelacer, créant une toile narrative de plus en plus dense. L'enquête au Carlésia, les tensions personnelles et les inquiétudes collectives formaient un ensemble où chaque élément influençait les autres de manière subtile. Dans le même temps, une impression persistante s'imposait, celle que ces histoires, en apparence indépendantes, convergeaient vers un point commun encore invisible. Une dynamique profonde semblait relier ces trajectoires, suggérant que les conséquences à venir pourraient dépasser largement les attentes de chacun. Ainsi, alors que les personnages poursuivaient leur chemin, souvent sans percevoir toute l'ampleur des événements, une certitude commençait à émerger. Le calme apparent de Seth n'était qu'une illusion fragile, et derrière lui, quelque chose de plus vaste se préparait à bouleverser les équilibres établis. Pendant ce temps, au Carlésia, l'enquête atteignait un seuil critique où les hypothèses accumulées commençaient à se confronter à la réalité. Aurore, consciente que chaque minute comptait, intensifiait ses analyses, cherchant à faire émerger une vérité qui semblait encore se dérober derrière une succession de comportements ambigus et de silences calculés. Dans le même temps, Manon ressentait une pression grandissante. Elle percevait que l'affaire approchait de son point de bascule, ce moment où tout pouvait s'éclairer ou, au contraire, se compliquer davantage. Cette tension, loin de la paralyser, aiguisait son attention, la poussant à observer chaque détail avec une précision nouvelle. À ce moment-là, les indices réunis dessinaient une image de plus en plus troublante. Les vols ne semblaient plus être de simples actes opportunistes, mais les fragments d'un schéma plus vaste, impliquant des déplacements précis, des choix réfléchis et une connaissance approfondie du fonctionnement de l'hôtel. Pendant ce temps, les témoignages des clients, initialement confus, commençaient à converger vers certains points communs. Des silhouettes aperçues, des bruits entendus, des absences inexpliquées. Rien de suffisamment solide pour constituer une preuve formelle, mais assez pour orienter l'enquête vers une direction de plus en plus nette. Dans le même temps, Aurore prit la décision de confronter indirectement certains protagonistes, cherchant à observer leurs réactions plutôt qu'à obtenir des réponses immédiates. Elle savait que dans ce type de situation, les non-dits pouvaient être plus révélateurs que les paroles elles-mêmes. C'est alors que les tensions latentes commencèrent à se manifester plus ouvertement. Certains regards se firent plus fuyants, certaines attitudes plus rigides, comme si la pression de l'enquête révélait des fragilités jusque-là dissimulées. Manon, attentive à ces signaux, comprenait peu à peu que la vérité se trouvait dans ces micro-réactions. Pendant ce temps, l'hôtel, autrefois lieu de détente, se transformait en un espace saturé de suspicion. Les clients limitaient leurs interactions, évitaient les zones communes, préférant se replier dans leur chambre. Cette fragmentation accentuait le sentiment d'isolement, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Dans le même temps, Jordan continuait de jouer un rôle central, bien malgré lui. Ses observations, désormais intégrées à l'enquête, lui donnaient une place qu'il n'avait pas anticipée. Cette implication le mettait dans une position délicate, entre le désir d'aider et la crainte des conséquences. À ce moment-là, il comprit que ce qu'il avait vu dépassait le cadre d'une simple curiosité. Ces informations pouvaient faire basculer l'enquête, orienter les soupçons, voire provoquer des révélations inattendues. Cette responsabilité nouvelle le poussait à réfléchir avec une prudence qu'il n'avait jamais connue. Pendant ce temps, ailleurs à Seth, les répercussions des événements récents continuaient de se diffuser de manière plus insidieuse. Alex, toujours marqué par la fugue de Milo, tentait de retrouver un équilibre, mais une part de lui restait en alerte, incapable de retrouver une sérénité complète. Dans le même temps, il se surprenait à anticiper le pire, comme si l'expérience vécue avait modifié durablement sa perception du danger. Cette vigilance, bien que protectrice, créait une tension intérieure difficile à apaiser, révélant une fragilité qu'il n'avait jamais pleinement acceptée. À ce moment-là,
Alex comprit que la peur ne disparaissait pas avec la résolution des problèmes. Elle se transformait, s'adaptait, devenant une présence discrète mais constante, prête à ressurgir au moindre signe d'instabilité. Pendant ce temps, Bruno poursuivait son cheminement avec une lucidité croissante. La rivalité avec le nouveau professeur ne se limitait plus à une simple compétition, mais devenait une confrontation intérieure, l'obligeant à redéfinir ce qu'il attendait réellement de sa relation avec Swazik. Dans le même temps, il réalisait que ses efforts, bien que sincères, ne pouvaient garantir une réponse de l'autre. Cette prise de conscience, difficile mais nécessaire, l'amenait à adopter une posture plus authentique, moins centrée sur la performance et davantage sur la vérité de ses sentiments. À ce moment-là, la relation avec Swazik entrait dans une phase de clarification progressive. Elle ne rejetait pas Bruno, mais ne s'engageait pas non plus pleinement, laissant planer une incertitude qui, paradoxalement, nourrissait la dynamique entre eux. Pendant ce temps, le nouveau professeur continuait d'occuper une place ambiguë dans cet équilibre. Sans chercher à s'imposer, il influençait pourtant la situation par sa simple présence, offrant une alternative qui obligeait Bruno à se positionner différemment. Dans le même temps, Swazik observait cette évolution avec une certaine distance, prenant le temps de comprendre ce qu'elle ressentait réellement. Cette réflexion, loin d'être passive, révélait une volonté de ne pas céder à la précipitation, de construire quelque chose de plus réfléchi. À ce moment-là, la dynamique entre les trois personnages devenait plus subtile, moins visible, mais tout aussi déterminante. Chaque interaction, chaque silence, contribuait à redéfinir les contours de leur relation. Pendant ce temps, Soraya poursuivait son introspection avec une profondeur nouvelle. Elle comprenait que sa relation avec Gabriel ne pouvait évoluer sans une remise en question sincère, sans une volonté de dépasser les incompréhensions qui les avaient éloignés. Dans le même temps, cette réflexion l'amenait à envisager l'avenir avec une lucidité différente. Elle ne cherchait plus à retrouver exactement ce qu'ils avaient, mais à construire quelque chose de plus solide, capable de résister aux tensions. À ce moment-là, l'absence de Gabriel devenait un élément structurant de sa réflexion. Chaque silence, chaque moment sans réponse, renforçait sa détermination à ne plus se contenter d'une relation fragile. Pendant ce temps, Judith et Nordine voyaient leur inquiétude atteindre un niveau plus tangible. L'absence de nouvelles ne pouvait plus être ignorée, et leur doute initial se transformait en une véritable angoisse, difficile à contenir. Dans le même temps, ils se rapprochaient dans cette incertitude, partageant leurs craintes, cherchant à donner un sens à ce silence qui devenait de plus en plus pesant. Cette solidarité, bien que née de la peur, renforçait leur lien. À ce moment-là, ils comprirent que l'attente n'était plus une option confortable, mais une épreuve en soi. Chaque minute sans réponse amplifiait leur inquiétude, les poussant à envisager des scénarios qu'ils auraient préféré ignorer. Pendant ce temps, au Carlésia, l'enquête semblait se rapprocher d'un point de rupture. Les indices, les témoignages, les observations convergeaient vers une vérité imminente, encore dissimulée, mais prête à émerger. Dans le même temps, Aurore et Manon ressentaient cette tension croissante, cette impression que tout allait bientôt basculer. Elles savaient que la prochaine étape serait décisive, qu'elle pourrait révéler non seulement l'identité du coupable, mais aussi les mécanismes cachés derrière toute cette affaire. Ainsi, alors que chaque personnage avançait dans son propre parcours, une certitude s'imposait progressivement. Les événements en cours n'étaient pas isolés, mais liés par une dynamique profonde, prête à se dévoiler dans toute son intensité, transformant durablement les équilibres de Seth. À ce moment-là, tout semblait converger vers un point de rupture inévitable. Au Carlésia, l'enquête menée par Aurore et Manon atteignait enfin une phase où les éléments accumulés ne pouvaient plus être ignorés ni dispersés. Ce qui n'était encore qu'un enchevêtrement de soupçons et d'observations prenait désormais la forme d'une vérité prête à émerger, fragile mais déterminante. Dans le même temps, Aurore ressentait cette tension particulière qui précède les révélations majeures. Elle savait que le moindre détail pouvait faire basculer l'équilibre, que la moindre erreur pouvait compromettre des jours d'investigation. Cette lucidité, acquise par l'expérience, la poussait à avancer avec une précision presque instinctive. De son côté, Manon percevait ce moment comme une épreuve décisive. Elle n'était plus seulement dans l'apprentissage, mais dans l'action, dans cette zone où les décisions ont des conséquences immédiates. Cette responsabilité, bien qu'écrasante, renforçait sa détermination à se montrer à la hauteur. Pendant ce temps, les indices réunis formaient enfin un ensemble cohérent. Les déplacements suspects, les témoignages concordants, les observations de Jordan, tout s'imbriquait avec une précision troublante. L'image restait incomplète, mais suffisamment claire pour orienter définitivement l'enquête. Dans le même temps,
les tensions accumulées au sein de l'hôtel atteignaient leur paroxysme. Les regards, les silences, les attitudes trahissaient une fatigue collective, comme si chacun ressentait que la situation ne pouvait plus durer. L'attente d'une résolution devenait presque insupportable. C'est alors que Aurore prit la décision d'agir. Sans précipitation, mais avec une fermeté assumée, elle choisit de confronter les éléments, de provoquer les réactions qui permettraient de confirmer ses intuitions. Elle savait que la vérité ne se révélait pas toujours d'elle-même, qu'il fallait parfois la faire émerger. À ce moment-là, Manon comprit que l'enquête ne se terminerait pas par une révélation spectaculaire, mais par une accumulation de preuves, de comportements, de contradictions qui finiraient par désigner une responsabilité. Cette compréhension marquait une étape importante dans son évolution. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, les répercussions des événements continuaient de se faire sentir, même si certaines situations semblaient s'apaiser en surface. Alex, bien que rassuré par le retour de Milo, restait marqué par cette expérience, comme si une part de lui refusait de relâcher totalement la vigilance. Dans le même temps, cette transformation intérieure modifiait sa manière d'aborder les relations. Il devenait plus attentif, plus présent, conscient que l'équilibre familial pouvait être remis en question à tout moment. Cette prise de conscience, bien que discrète, renforçait son engagement. À ce moment-là, Alex comprit que certaines épreuves, même brèves, laissaient des traces durables, influençant la manière de percevoir le monde et les autres. Cette lucidité nouvelle devenait une forme de protection, mais aussi une source de tension permanente. Pendant ce temps, Bruno atteignait lui aussi un point de bascule dans son parcours. La rivalité avec le nouveau professeur, loin de se résoudre par une confrontation directe, l'avait amené à une introspection plus profonde. Il comprenait désormais que ses sentiments devaient s'appuyer sur une vérité personnelle, et non sur la simple comparaison avec un autre. Dans le même temps, Swazik continuait d'observer cette évolution avec une attention particulière. Elle percevait les changements chez Bruno, cette manière plus authentique de se positionner, qui contrastait avec ses attitudes précédentes. Cette transformation influençait progressivement son regard. À ce moment-là, la relation entre eux entrait dans une phase plus sincère, moins marquée par les attentes implicites et davantage orientée vers une compréhension mutuelle. Rien n'était encore décidé, mais une évolution se dessinait, plus subtile et plus profonde. Pendant ce temps, Soraya poursuivait son cheminement intérieur avec une clarté nouvelle. Elle ne cherchait plus à éviter les conflits, mais à en comprendre le sens, à en tirer des enseignements. Cette posture lui permettait d'envisager sa relation avec Gabriel sous un angle différent. Dans le même temps, l'absence de Gabriel continuait de jouer un rôle central dans cette réflexion. Elle n'était plus perçue uniquement comme une distance, mais comme un espace nécessaire pour repenser les bases de leur relation, pour décider de ce qu'elle souhaitait réellement. À ce moment-là, Soraya comprit que certaines relations ne pouvaient évoluer qu'à travers des phases de rupture ou de transformation. Cette prise de conscience, bien que difficile, lui donnait une forme de liberté nouvelle. Pendant ce temps, Judith et Nordine voyaient leur inquiétude évoluer vers une forme de résignation active. Ne pas avoir de nouvelles les avait contraints à envisager toutes les possibilités, à accepter l'incertitude comme une réalité à gérer plutôt qu'un obstacle à éviter. Dans le même temps, leur lien se renforçait dans cette épreuve, créant une solidarité fondée sur le partage des émotions et des doutes. Cette proximité, née de l'inquiétude, devenait un point d'ancrage dans un contexte instable. À ce moment-là, ils comprirent que certaines réponses ne venaient pas immédiatement, mais qu'il fallait apprendre à vivre avec l'attente, à trouver un équilibre malgré l'absence de certitude. Cette capacité à accepter l'incertitude marquait une évolution importante. Pendant ce temps, au Carlésia, l'enquête atteignait enfin son point d'aboutissement. Les éléments réunis, les réactions observées, les incohérences relevées permettaient désormais de dessiner une vérité suffisamment claire pour être affirmée, même si certains aspects restaient encore dans l'ombre. Dans le même temps, Aurore et Manon prenaient conscience de ce qu'elles avaient accompli. Au-delà de la résolution de l'affaire, cette enquête avait renforcé leur relation, leur confiance mutuelle, leur capacité à travailler ensemble malgré leurs différences. À ce moment-là, une forme d'apaisement commençait à s'installer, non pas parce que toutes les réponses avaient été trouvées, mais parce que le chaos initial avait laissé place à une compréhension plus claire des événements. Ainsi, alors que la semaine touchait à sa fin, Seth retrouvait peu à peu un équilibre, fragile mais réel. Les tensions s'apaisaient, les relations évoluaient, les blessures commençaient à cicatriser. Mais derrière cette apparente normalité, une vérité persistait, rien n'était jamais totalement terminé. Chaque événement laissait une trace, chaque choix ouvrait de nouvelles possibilités,
Et chaque personnage continuait d'avancer, transformé par ce qu'il venait de vivre.